Salut et bienvenue sur Anacaland pour une nouvelle vidéo d'un format très différent d'habitude. Ici, je voulais aborder un sujet de société et surtout décrypter la façon dont la pop culture, et notamment des médias comme le cinéma, la télévision et même les jeux vidéo, participent à la perception que la société en a au fil du temps. Car la pop culture est centrale depuis plusieurs décennies dans la construction de l'imaginaire collectif et donc dans la mise en place de certains archétypes qu'il est ensuite souvent difficile de faire disparaître. C'est donc la raison pour laquelle j'ai choisi d'appeler ça un mythe. Mais pas d'inquiétude, ici je ne ferai ni l'apologie des valeurs LGBT ou encore moins un plaidoyer en leur faveur. Seulement un état des lieux des œuvres majeures qui ont influencé ce mythe, qui ont participé à la vision que le grand public peut avoir de ces questions ainsi que les enjeux qu'ils représentent. Il s'agit là d'un sujet que je veux aborder sur la chaîne depuis un moment, mais la vidéo a malheureusement de grandes chances d'être bloquée ou déréférencée par YouTube. Donc merci à vous pour votre soutien, abonnez-vous, likez et surtout partagez la vidéo à un max de monde. Un grand merci d'avance. Ce sujet me semble être d'une grande importance car malgré la démocratisation du sujet dans des œuvres récentes, pas toujours habiles et à propos, soutenues par la déferlante woke dans la pop culture, le sujet reste encore d'une grande importance et de mon point de vue, cette politique de surinclusivité a parfois tendance à desservir la cause, à défaut de trouver un mot plus approprié. Dans cette exploration de 30 ans de représentation LGBT+ dans la culture populaire moderne, nous plongerons dans l'évolution des personnages, des histoires et des émotions qui ont façonné le mythe LGBT+. De Philadelphia à Sex Education, en passant par Brokeback Mountain et au-delà, nous découvrirons comment les médias ont joué un rôle crucial dans la transformation des stéréotypes en des récits authentiques et inclusifs. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos films et séries LGBT+ préférés qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo. Je serai très heureux de découvrir ou redécouvrir vos propositions et nous pourrons ensemble continuer cette conversation. Philadelphia, le film par où tout a commencé. J'ai donc prévu de commencer cette vidéo en vous parlant de Philadelphia, sorti en 1993 comme l'un des premiers gros films hollywoodiens à aborder ouvertement le sujet de l'homosexualité. Mais j'ai menti, car avant Philadelphia, il y avait déjà eu plusieurs films qui abordaient les mêmes thèmes et dont je voudrais rapidement parler. Ces films étaient souvent confidentiels et n'avaient pas atteint le même niveau de reconnaissance auprès du grand public. Mais ces films indépendants ont contribué à préparer le terrain pour Philadelphia et ses successeurs en abordant ces questions. Je pense par exemple à Clin d'œil sur un adieu en français, sorti en 1986. Ce film met en scène un homme gay qui doit dire au revoir à son ancien amoureux, qui est séropositif. Ça a été l'un des premiers films à aborder le VIH de manière aussi directe. Ou encore Long Time Companion en 1989, un film qui suit un groupe d'amis gays à New York au début de l'épidémie du VIH dans les années 80, qui a été l'un des premiers films à traiter de la maladie de manière réaliste et émotionnelle. Ces films ont donc ouvert la voie à Philadelphia en abordant les questions de l'homosexualité et du VIH, mais ils étaient généralement moins visibles que ce dernier. Philadelphia a en effet été le premier film hollywoodien à grande échelle à traiter ces sujets de manière aussi percutante, ce qui lui a permis d'atteindre un public plus large et d'avoir un impact significatif sur la sensibilisation et la compréhension de ces questions. Philadelphia est en effet un film brillant qui a eu une véritable influence sur la manière dont les questions liées au VIH et à l'homosexualité étaient perçues à sa sortie en 1993. Ce film réalisé par Jonathan Demme se concentre sur l'histoire d'Andrew Beckett, joué par nul autre que Tom Hanks, un avocat homosexuel atteint du VIH, qui est renvoyé de son cabinet d'avocat en raison de sa maladie, alors que les premiers symptômes visibles commencent à apparaître. Il engage alors Joe Miller, joué par Denzel Washington, un avocat hétérosexuel, pour le représenter dans un procès pour discrimination. Il est donc clair que les performances de Tom Hanks, Denzel Washington et même Antonio Banderas ont contribué au succès et à l'impact du film sur le grand public. Ce film a été le premier à ne pas être vu uniquement par ceux qui se sentaient concernés par ces questionnements. Ainsi, l'impact culturel de ce film a été sans précédent. Il a été salué pour sa représentation émotionnelle et empathique des personnages et des défis auxquels ils étaient confrontés. La performance de Tom Hanks a été particulièrement acclamée et lui a valu l'Oscar du meilleur acteur en 1994. Rien que ça. Philadelphia a par conséquent été le premier à tenter une véritable sensibilisation au VIH et a aidé à réduire la stigmatisation autour du sida en montrant la réalité de la maladie et les luttes auxquelles étaient confrontées les personnes atteintes. Il a notamment introduit la distinction entre ces deux termes, car VIH ne signifie pas forcément sida. Être contaminé par le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, ne signifie pas avoir le sida, qui est la maladie une fois déclarée, le syndrome de l'immunodéficience acquise. Une distinction qui est encore aujourd'hui très floue chez certains. Le film a donc contribué à promouvoir la compréhension et la compassion envers les personnes vivant avec le VIH ou le sida. Et il a encouragé les discussions sur la prévention et le traitement de la maladie. Toutefois, Philadelphia reste empreint de clichés. On a notamment la sempiternelle image de l'un des deux qui est masculin et l'autre efféminé, qui rejoint la question la plus idiote parmi les questions idiotes, qui fait l'homme et qui fait la femme. Eh bien, sachez-le, les deux sont des hommes. Philadelphia montre aussi la progression rapide de la maladie de manière très dramatique, ce qui a contribué à la peur et à la stigmatisation entourant le VIH, créant aussi une sorte de psychose ou plutôt de hantise du VIH.
Ce film est par exemple la raison pour laquelle le latex est devenu mon meilleur ami très tôt dans ma vie. Et c'est aussi la raison qui m'a fait m'intéresser à ces sujets, et souvent à faire la leçon à bon nombre de mes camarades qui n'avaient pas le même intérêt pour ces questions. Ce qui, au final, est plutôt une bonne chose. De plus, le film se termine de manière tragique avec la mort du personnage principal. Cela a renforcé l'idée que les personnes séropositives sont condamnées à une fin tragique, ce qui ne reflète pas la réalité des progrès médicaux et de la gestion de la maladie dans la vie réelle. Surtout à notre époque où certains médecins vont même jusqu'à dire aujourd'hui que ce n'est pas plus contraignant que le diabète. Chose que j'ai réellement entendue de la bouche d'un médecin spécialiste des IST en 2018, lors de la réalisation d'un documentaire. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas sortir couvert. Outre la perception de la maladie, le film a aussi servi l'évolution de la représentation LGBT+ au cinéma. Il a montré qu'un film pouvait aborder ces thèmes de manière sérieuse et émouvante tout en attirant un large public. Car après tout, à cette époque comme aujourd'hui, seuls les chiffres comptaient. Il n'était pas encore question de diversité ou d'inclusivité gratuite. Cependant, il est important de noter que Philadelphia a été réalisé en 1993, à une époque où la compréhension du VIH était encore limitée, et où la discrimination à l'égard des personnes séropositives et LGBT était très répandue. Le film a contribué à sensibiliser le public à ces questionnements et à promouvoir la lutte contre la discrimination, mais il n'en restait pas moins encore un peu partial sur certains points. Toutefois, malgré les avancées permises par ce film d'exception, que je vous recommande vraiment si vous ne l'avez pas encore vu, l'image de l'homosexualité pour le grand public a mis encore de très nombreuses années avant de sortir des clichés que beaucoup d'autres productions véhiculaient. En effet, la représentation des personnes LGBT+ dans les médias a évolué depuis Philadelphia, mais pour cela il aura fallu avancer à petits pas et dans de très nombreux types de projets afin de toucher un max de monde. 1999-2009, le début du changement. À la fin des années 90, il y a notamment la série Buffy contre les vampires qui, bien que traitant une intrigue qui n'a rien à voir, un univers fantastique avec des monstres et tout ça, a été un excellent exemple de série qui a joué un rôle significatif dans l'inclusion des personnages LGBT à la télé, et donc a participé à une meilleure compréhension du sujet, surtout auprès du public jeune qui regardait le show. Dans Buffy contre les vampires, le personnage de Willow Rosenberg, interprété par Alyson Hannigan, est devenu un exemple emblématique de la représentation LGBT. Willow commence la série en tant que personnage hétérosexuel, mais au cours de la saison 4, sa relation avec la jeune sorcière Tara, interprétée par Amber Benson, évolue pour devenir une relation lesbienne. Cette évolution de personnage a été traitée de manière sensible et a permis d'explorer les défis auxquels font face les personnes LGBT+, dans une série fantastique. Et leur relation a pris de plus en plus d'importance dans le récit au fil des saisons. Par exemple, à la mort de leur amie Buffy, ce sont les deux jeunes femmes qui s'occupent de sa petite sœur Dawn et apprennent à gérer le quotidien aussi bien que l'aurait fait un couple hétéro. Peut-être même mieux. De plus, cette relation et la façon tragique dont elle s'achève aura permis l'un des plus grands moments de la série. L'introduction de cette relation et le développement du personnage de Willow ont été salués pour leur impact positif sur la représentation LGBT à la télévision. Mais ils prouvent aussi qu'à l'époque, il était moins tabou de représenter deux femmes homosexuelles plutôt que deux hommes. Buffy contre les vampires a montré comment les médias peuvent incorporer des personnages LGBT de manière naturelle et significative dans une histoire fantastique. Deux autres séries télévisées emblématiques de la fin des années 90 ont aussi eu un immense impact, Will and Grace et Queer as Folk. Will and Grace, diffusée entre 1998 et 2006, est une série comique américaine qui a joué un rôle majeur dans la représentation LGBT à la télévision. La série suit les vies de Will Truman, un avocat gay, et de Grace Adler, une décoratrice d'intérieur hétérosexuelle, au travers des nombreuses péripéties qu'ils vont rencontrer. La série a été applaudie pour son humour intelligent et son traitement authentique des relations interpersonnelles. Elle a également été saluée pour avoir présenté un personnage principal gay, Will, qui est ouvertement homosexuel et confronte diverses situations liées à son orientation sexuelle. La série a même été relancée en 2017 pour de nouvelles saisons, montrant ainsi que ces personnages et ces thèmes restent pertinents dans la pop culture moderne. Queer as Folk, de son côté, est une série dramatique qui a exploré la vie des homosexuels dans deux versions distinctes, l'une britannique sortie en 1999 et l'autre américaine en 2000. La version britannique a été créée par Russell T. Davies, qui a ensuite bossé sur nul autre que Doctor Who, et se déroule à Manchester, au Royaume-Uni. Elle suit les vies d'un groupe d'amis gays et de leur entourage. Et la version américaine, créée par Ron Cowen et Daniel Lipman, se déroule à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et suit également la vie d'un groupe identique. Les deux versions ont été saluées pour leur représentation franche et réaliste de la vie gay, abordant des thèmes tels que les relations, le VIH, la discrimination ou l'acceptation de soi. Ces deux séries ont été des pionnières dans la représentation LGBT+, à la télévision et ont contribué à briser des tabous et à élargir la compréhension des enjeux liés à l'orientation sexuelle. Elles ont également montré que les histoires LGBT peuvent être universelles et captivantes pour un public diversifié. Je repense également à un film de 2003, plutôt confidentiel mais qui m'avait marqué de par son propos très dur. La Tentation d'Aaron, film indépendant réalisé par C.J. Cox.
L'histoire suit la vie d'Aaron Davis, un jeune missionnaire mormon qui est assigné à sa première mission à Los Angeles. Au cours de sa mission, il fait la rencontre de Christian, un serveur ouvertement gay qui va lui faire découvrir un monde qu'il pensait inaccessible pour lui. Le film explore donc la relation entre Aaron, qui lutte entre sa foi et sa sexualité, et Christian, qui aide Aaron à remettre en question ses croyances mormones conservatrices. Leur relation se développe malgré l'opposition de l'Église et les préjugés de la communauté religieuse. Il traite de manière très sensible les thèmes de la foi, de la sexualité et de l'acceptation de soi. Et il aborde également les préoccupations liées à la conversion des personnes LGBT+, dans des environnements religieux conservateurs au travers d'un final extrêmement bouleversant. Bien que le film ne soit pas aussi connu que d'autres, il a été apprécié pour son approche émotionnelle de ces questions complexes. Ensuite, et pas des moindres, le film qui a probablement fait le plus de bruit à sa sortie en 2005, Brokeback Mountain. Ce film a été un moment décisif dans la représentation des relations homosexuelles au cinéma. Le secret de Brokeback Mountain est un film américain réalisé par Ang Lee et adapté d'une nouvelle du même nom, écrite par Annie Proulx. Le film a marqué un tournant important dans la représentation LGBT en montrant une histoire d'amour entre deux hommes de manière authentique et émotionnelle. Déjà, son histoire de deux cow-boys, Ennis Delmar joué par Heath Ledger et Jack Twist interprété par Jake Gyllenhaal, qui entament donc une relation amoureuse alors qu'ils travaillent en tant que gardiens de moutons dans les montagnes du Wyoming pendant l'été 1963. La relation entre Ennis et Jack évolue au fil des années, mais ils doivent la maintenir secrète en raison de la stigmatisation sociale et de l'homophobie qui prévalent à l'époque et surtout dans leur milieu rural. 10 ans après Philadelphia, Brokeback Mountain a été l'un des premiers films hollywoodiens grand public à remettre en scène une histoire d'amour entre deux hommes de manière sérieuse et émotionnelle. Le film a été salué pour sa représentation réaliste et humaine des luttes auxquelles sont confrontés les personnages en raison de leur orientation. Les performances exceptionnelles de Heath Ledger et Jake Gyllenhaal ont été largement reconnues, et Heath Ledger a même été nominé pour un Oscar posthume pour son rôle. La sortie de Brokeback Mountain a suscité bon nombre de débats et de conversations autour de l'homosexualité. Le film a été à la fois acclamé et très critiqué, ce qui a contribué à mettre en lumière les divisions et les préjugés liés à ces questions. Ce film a également encouragé d'autres réalisateurs et scénaristes à explorer des histoires LGBT de manière plus profonde et nuancée, contribuant à ouvrir la voie à une plus grande diversité et à une meilleure compréhension des expériences LGBT+ dans le monde du cinéma. Même si les polémiques dont il a été l'objet ont fait que cela a tout de même pris plusieurs années avant que des œuvres aussi fortes ne voient le jour. Le meilleur exemple est celui du film I Love You Philip Morris, rien à voir avec le fabricant de clopes, qui avait été jugé parfois un peu limite. Ce film américain sorti en 2009, réalisé par Glenn Ficarra et John Requa, raconte l'histoire de Steven Russell, incarné par Jim Carrey, un homme marié qui découvre qu'il est gay et commence une nouvelle vie avec son amoureux, Philip Morris, joué par Ewan McGregor. Le film est notamment basé sur des événements réels de la vie de Steven J. Russell. Il explore la découverte de l'identité sexuelle de Steven Russell et les défis auxquels il est confronté pour vivre ouvertement sa sexualité. Le film utilise l'humour et l'ironie pour raconter son histoire, ce qui est souvent une caractéristique des films qui abordent des sujets LGBT+. Il combine des éléments de comédie, de drame et de romance pour créer une expérience cinématographique unique. Il montre notamment la diversité de l'expérience LGBT en mettant en lumière les différences de personnalité et d'identité de genre entre les personnages. Un film de grande qualité qui peut être perçu de manière controversée à cause de ses éléments humoristiques et satiriques. Certains spectateurs ont trouvé le ton du film délibérément exagéré et les personnages présentés de manière peu conventionnelle. Et donc un film unique qui flirte parfois avec les clichés sur l'homosexualité, qu'il faut être capable de prendre avec distance et dérision. 2010, la décennie qui a tout changé. C'est donc la décennie 2010 qui a été probablement la plus prolifique à ce propos. Avec des productions comme Carol en 2015, une histoire d'amour lesbienne mettant en vedette Cate Blanchett et Rooney Mara, The Danish Girl aussi en 2015, basée sur la vie d'une des premières personnes de l'histoire à subir une chirurgie de réassignation de genre, ainsi que des films comme Moonlight en 2016, un film dramatique qui explore la vie d'un jeune homme afro-américain à travers 3 étapes de sa vie. Le film aborde des thèmes tels que l'identité, la sexualité, le racisme et la masculinité, avec un accent particulier sur la découverte de l'homosexualité. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont l'Oscar du meilleur film en 2017 et a été acclamé pour sa représentation sensible et émotionnelle des réalités de la vie d'un homme noir et homosexuel. Ou encore Call Me By Your Name de 2017, un film romantique qui se déroule en Italie au cours de l'été 1983 et qui raconte l'histoire d'amour entre Elio, un adolescent italo-américain, et Oliver, un étudiant américain venu en Italie pour travailler avec le père du premier. Ce film a été salué pour sa belle cinématographie, sa musique envoûtante et ses performances exceptionnelles, notamment celles de Timothée Chalamet et Armie Hammer. Le film a également été remarqué pour sa représentation d'une histoire d'amour homosexuelle avec sensibilité et finesse. Il a donc été nominé pour plusieurs Oscars.
Moonlight et Call Me By Your Name ont été salués pour leur traitement délicat et artistique de l'amour et de la sexualité. De même que pour Love, Simon, sorti en 2018, un film pour adolescents qui suit un jeune homme gay naviguant dans son identité sexuelle. Et côté série, cette décennie a aussi été d'une grande importance sur la multiplicité des représentations des personnages LGBT forts et l'impact positif des séries sur la jeunesse et la compréhension de ces questions. Par exemple Pose, entre 2018 et 2021, une série qui explore la scène de la ball culture à New York dans les années 80 et met en avant la communauté transgenre. Euphoria depuis le 2019, une série qui traite de la sexualité des adolescents. Ou encore Schitt Creek entre 2015 et 2020, une comédie qui présente un personnage pansexuel et traite de la diversité sexuelle de manière humoristique. Ou encore Feel Good en 2020, une série britannique centrée sur une comédienne lesbienne et sa lutte contre la toxicomanie. Et j'ajouterai également une série qui a fait le plus gros du travail sur ces thèmes. Une série qui a certes commencé en 2005, mais étant toujours en cours, je la place ici. Et puis, elle était déjà tellement en avance sur son temps que sa place est clairement dans la décennie qui a tout changé. Grey's Anatomy, série médicale emblématique créée par Shonda Rhimes. Elle est connue pour sa longévité et surtout sa capacité à évoluer avec les enjeux de société, y compris les questions liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. La série a inclus plusieurs personnages LGBT importants tout au long de ses saisons. Notamment Cali Torres, interprétée par Sarah Ramirez, et Arizona Robbins, jouée par Jessica Capshaw, qui ont formé l'un des couples lesbiens les plus visibles et appréciés de la télévision. Leurs histoires d'amour et les défis auxquels elles ont été confrontées sont au cœur de la série pendant de nombreuses saisons. Et là encore, on a une preuve qu'il est plus facile de représenter des lesbiennes à la télévision plutôt que des gays, chose qui arrivera un peu plus tard dans la série. Grey's Anatomy a également exploré la diversité au sein de la communauté LGBT+, en introduisant des personnages transgenres et en abordant des questions telles que la transition et les obstacles auxquels sont confrontées les personnes transgenres dans le domaine médical. La série a également contribué à sensibiliser le public à des questions importantes telles que la parentalité LGBT, la discrimination et la compréhension des identités de genre. Elle a montré comment les enjeux LGBT+, peuvent être intégrés de manière réaliste dans une série médicale. Grey's Anatomy est surtout une série qui, depuis le début, incarnait ce qu'elle prônait. Avec, par exemple, le renvoi en 2008 d'un de ses acteurs principaux, Isaiah Washington, pour avoir eu des propos homophobes envers un autre acteur de la série. De plus, elle a contribué à évoluer avec le temps et à incorporer de nouveaux personnages LGBT+, et des histoires cohérentes. Cette flexibilité lui a permis de rester pertinente et de refléter les réalités changeantes de la société. Sex Education, le miracle dont le monde avait besoin. Sex Education est une série télévisée britannique créée par Laurie Nunn qui est diffusée sur Netflix depuis 2019. Cette série, que je qualifie d'intérêt public depuis sa sortie, a gagné en popularité pour son traitement franc et humoristique des sujets sexuels et relationnels, tout en abordant des questions de santé, des questions LGBT ou d'identité de genre. Vous la connaissez très certainement, mais très rapidement, elle suit les aventures d'Otis Milburn, un adolescent maladroit dont la mère, Jean Milburn, jouée par Gillian Anderson, est une sexologue renommée. Otis décide de créer une clinique de conseil sexuel à l'école avec May Voiley, une camarade de classe qu'il espère impressionner et séduire, pour aider leurs camarades à résoudre leurs problèmes sexuels et relationnels. Sex Education aborde un large éventail de thèmes liés à la santé et la sexualité, notamment l'éducation sexuelle, le féminisme, la contraception ou encore les relations amoureuses. Sujet qui demeure encore, à mon plus grand désarroi, d'une importance capitale dans nos sociétés modernes. Et concernant l'exploration de l'identité sexuelle et de genre, la diversité des orientations et les questions de l'acceptation de soi, la série fait aussi un boulot incroyable depuis bientôt 4 saisons. La série présente plusieurs personnages LGBT. Par exemple, Eric Effiong, qui est un personnage gay et le meilleur ami d'Otis. La série explore sa relation avec sa famille, son identité et sa vie amoureuse. Un personnage haut en couleur, à la limite de la caricature, mais toutefois tellement attachant et touchant. De même que le personnage d'Adam Groff qui passe de harceleur homophobe à bisexuel assumé et sentimental, au travers de bon nombre d'épreuves et de remises en question, de lui-même comme de son entourage. Un personnage que j'affectionne également beaucoup pour son développement complexe. Les personnages sont donc développés de manière complexe, montrant la variété des expériences LGBT+. Et la plupart du temps, la série évite les stéréotypes simplistes et les caricatures souvent associées aux personnages LGBT. Elle montre que les personnes LGBT sont des individus avec des vies complexes et des préoccupations diverses. Sex Education traite ces sujets sensibles avec un mélange d'humour, de chaleur et d'empathie. La série parvient à éduquer le public tout en le divertissant, ce qui a contribué à son succès planétaire. Elle a été appréciée pour sa capacité à aborder des sujets parfois tabous de manière accessible et engageante. Elle a également connu un grand succès auprès du public et a été acclamée pour ses performances d'acteur, son écriture intelligente et sa capacité à capturer les défis de l'adolescence.
La série encourage le dialogue ouvert sur la sexualité et l'identité de genre entre les adolescents et leurs parents ou tuteurs. Elle montre comment une communication ouverte peut être bénéfique pour tous, en aidant les jeunes à naviguer dans ces sujets parfois complexes. Sex Education illustre à la perfection comment la représentation positive et l'exploration franche de la sexualité et de l'identité peuvent être à la fois éducatives et divertissantes. La série a contribué à susciter des discussions importantes sur ces questions et a incité de nombreux téléspectateurs à approfondir leur compréhension de ces sujets, tout en offrant un modèle de représentation vaste pour les jeunes LGBT qui cherchent à se voir reflétés à l'écran. En résumé, car j'entrerai plus en détail lors de la vidéo review de la saison finale dans quelques jours, Sex Education est une série qui a su mélanger habilement l'éducation sexuelle, l'humour et des thèmes LGBT pour créer une expérience de visionnage engageante et éclairante. Cela favorise l'empathie et la solidarité, avec une phrase à la fin de la saison 3 qui résume parfaitement cette série et ses enjeux. Lorsque la honte est utilisée comme moyen de pression, elle ne fait pas seulement du mal, elle peut causer des dommages irréversibles. Mais le contraire de la honte, c'est la fierté. La série Sex Education est donc, comme je l'ai dit plus tôt, un outil pédagogique et d'intérêt public d'une grande qualité qui s'adresse à tous, LGBTQIA++, comme hétéros, jeunes comme vieux, et qui, je l'espère, a permis au plus grand nombre d'en apprendre plus sur des sujets d'importance. Les défis persistants et l'importance de la représentation. Les personnes LGBT+, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et autres identités de genre et orientations sexuelles non conformes, continuent de faire face à de nombreux défis persistants dans la société et les médias. Ces défis sont le reflet de préjugés et de stéréotypes profondément enracinés qui ont des conséquences néfastes pour la vie quotidienne et le bien-être de ces individus. Les médias ont souvent perpétué des stéréotypes nuisibles sur les personnes LGBT+. Par exemple, les gays et lesbiennes sont parfois représentés comme des caricatures flamboyantes, tandis que les personnes transgenres sont souvent l'objet de blagues cruelles. Ils sont parfois cantonnés à des rôles stéréotypés ou limités, ce qui ne reflète pas la diversité de leurs expériences et contribue à la marginalisation et la discrimination. Le manque de représentation positive et cohérente des personnes LGBT+ dans les médias peut ainsi renforcer le sentiment d'isolement ou d'invisibilité. Mais, malheureusement, lorsque quelqu'un tente de sortir de ces clichés et de présenter des personnages LGBT loin de la caricature, c'est encore souvent mal perçu. Le meilleur exemple récent est bien sûr dans la série The Last of Us. Alors que l'homosexualité d'Ellie n'a dérangé personne, l'épisode 3, brillant, qui a présenté en profondeur la relation entre Bill et Frank, a fait couler beaucoup d'encre dans les médias et sur les réseaux sociaux. Certains diront que c'était car la parenthèse dans le récit du jeu était trop importante, et d'autres ont crié à la dérive woke. Mais il n'en est rien car cela fait bien partie du récit original de The Last of Us. Et la série a seulement pris la liberté de la traiter différemment. Ici, on avait enfin un exemple de deux personnages gays qui n'avaient rien de cliché. Des hommes barbus et virils, de vrais survivants. Mais montrer de vrais mecs qui peuvent aussi être homo semble avoir heurté certaines sensibilités masculines. J'ai notamment remarqué une autre série, française ce coup-ci, qui a eu un fort impact sur l'évolution de la perception des personnages LGBT+, chez certains téléspectateurs, notamment chez les générations les plus âgées, qui ont eu pour rares exemples des films comme La Cage aux folles. Oui, c'est ça, c'est bien. Et qui avait donc un très long chemin à faire pour comprendre tous les enjeux et la réalité de ce qu'être un individu LGBT représente. Une série à la qualité certes très discutable, mais qui a toutefois fait un excellent boulot de ce point de vue-là. Plus belle la vie, diffusée depuis 2004 sur France 3. Je sais, vous vous attendiez à tout sauf ça. Pourtant, cette série est connue pour aborder une grande variété de thèmes sociaux, politiques et culturels. La série a contribué à normaliser la diversité des orientations sexuelles et à changer les attitudes. Un changement de perception que l'on doit notamment aux personnages de Thomas Marcy et Gabriel Riva qui forment un couple gay dans la série. Leur relation a été au centre de nombreuses intrigues et a permis d'explorer divers aspects de la vraie vie des personnages LGBT. La série a abordé divers thèmes liés à l'orientation sexuelle, notamment la tolérance, la diversité, les préjugés et les défis auxquels sont confrontées les personnes LGBT en France. Grâce à cette série que tous nos grands-parents ou même parents ont regardé, leur vision de l'homosexualité a changé. Un gay, une lesbienne ou une personne transgenre n'est plus une chose étrange qu'ils ne comprennent pas, mais bel et bien une personne normale. L'importance de la représentation dans les médias ne peut donc pas être sous-estimée. Une représentation positive et diversifiée peut contribuer à sensibiliser le public, à combattre les stéréotypes préjudiciables et à favoriser l'acceptation et l'inclusion. Cela permet également aux personnes LGBT+, de se sentir valorisées et légitimées dans leur identité. Pour surmonter ces défis persistants, il est essentiel que la société et les médias s'engagent dans une éducation et une sensibilisation continue, promeuvent la diversité et l'inclusion et luttent activement contre les discriminations et la violence envers ces personnes. Mais il ne s'agit ici que de théories, très souvent dévoyées par la vague woke, que je suis moi-même le premier à critiquer lorsqu'elle empiète sur le récit ou la cohérence d'un univers. Car comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, c'est lorsque la présence d'un personnage LGBT+ est naturelle, cohérente et faisant part intégrante du récit que le message est efficace.
Sinon, il en devient artificiel, forcé, et aura plutôt tendance à desservir la cause. Et c'est cela que représente pour beaucoup le thème woke aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, car c'est un mouvement qui a plusieurs décennies d'histoire, mais ce n'est que récemment qu'il est devenu un problème, quand la finance s'y est mêlée. La notion de woke est complexe et a évolué au fil du temps. Elle trouve ses racines dans le mouvement des droits civils aux États-Unis et a connu plusieurs vagues de popularité et d'évolution. Le terme woke est dérivé du verbe anglais to wake qui signifie se réveiller ou prendre conscience. C'est un engagement en faveur de la justice sociale, de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations systémiques, notamment le racisme, le sexisme, l'homophobie et d'autres formes d'oppression. Jusque-là, tout va bien. Ce terme est toutefois souvent utilisé aujourd'hui de manière critique pour dénoncer un excès de zèle idéologique. La connotation péjorative associée au terme woke est apparue en réaction à certains excès perçus dans les mouvements de justice sociale, notamment des cas de censure, de cancel culture ou de critique excessive. Cependant, il est important de noter que le terme woke peut être utilisé de manière différente selon les contextes et les points de vue. La perception du woke varie donc considérablement d'une personne à l'autre. Et pour en revenir à notre sujet, dans le cinéma, l'idéologie woke se défend par exemple souvent par son positionnement contre la discrimination à l'égard des personnes LGBT qui demeure un problème majeur dans de nombreuses régions du monde. Et en cela, certains programmes peuvent avoir un impact positif à moyen ou long terme pour ces personnes. Mais la plupart du temps, malheureusement, ces films ou séries ne sont pas diffusés dans ces régions du monde. C'est par exemple la raison pour laquelle Disney a tant de mal à vendre un produit du genre en Chine ou au Moyen-Orient. Ainsi, le propos officiellement militant ne l'est plus vraiment, et il s'inscrit surtout dans une politique économique occidentale qui est dévastatrice pour la pop culture actuelle. Petite parenthèse bonus, il y a toutefois une chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est un sujet qui me dérange parfois, mais qui m'a également poussé à réfléchir sur l'intérêt de la diversité. Je parle de la multiplicité des communautés LGBT+, au travers par exemple de la prolifération des drapeaux représentant différentes identités et orientations. Auparavant, la communauté LGBT était symbolisée par un seul et unique drapeau arc-en-ciel, une bannière fière qui rassemblait diverses identités sous une même couleur, et qui symbolisait un combat commun et surtout une unité dans la différence. Mais aujourd'hui, nous assistons à l'émergence de drapeaux spécifiques pour chaque lettre de l'acronyme LGBT+, et bien plus encore. Pourquoi est-ce que cela me dérange? Eh bien je trouve que cela peut sembler fragmenter une communauté qui à la base était unie par la lutte commune pour l'égalité. Par exemple, aujourd'hui, même au sein d'une même communauté, de nouveaux drapeaux sont apparus comme pour encore plus isoler et dissocier des individus qui poursuivent le même but. On voit maintenant des drapeaux gays qui ne représentent que les gays, mais certains avec une patte d'ours pour les bears, comme s'ils n'étaient pas si gays ou au contraire plus gays que les autres, et du coup on n'est pas à l'abri de voir apparaître un drapeau pour les loutres, les furies, les pups, et que sais-je encore. C'est triste, mais parfois cette diversité des drapeaux, qui est la partie visible du truc, me fait penser que ce n'est plus une façon d'inclure le plus de monde, mais une tentative de diviser. Cependant, en y réfléchissant plus profondément, je réalise que cette diversité de drapeaux est le reflet de la complexité des identités. Chacun d'entre nous a sa propre expérience, sa propre histoire et son propre ressenti par rapport à son identité. Et je comprends tout à fait que pour certaines personnes, se sentir représenté par un drapeau qui correspond mieux à leur identité est une manière de s'exprimer, de se sentir compris, entendu et d'être accepté peu importe où ils se situent sur le spectre. Cela dit, la diversité des drapeaux suscite des débats et des questions. Et c'est une bonne chose. Je vous encourage à partager vos propres points de vue dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que cette multiplicité des drapeaux représente pour vous? Et bien évidemment, dans le respect et la bienveillance, s'il vous plaît. En conclusion, à travers cette exploration de la représentation LGBT+ dans la culture populaire, nous avons constaté l'impact significatif que les médias, télévision, cinéma, séries et jeux vidéo ont eu sur l'évolution des perceptions et des attitudes envers la communauté LGBT+. Depuis les premières représentations stéréotypées et caricaturales, nous avons parcouru un long chemin vers une représentation plus réaliste, diversifiée et authentique. Des émissions de télévision comme Will & Grace, Queer as Folk et Grey's Anatomy, des films emblématiques tels que Brokeback Mountain et I Love You Philip Morris, ainsi que des séries modernes comme Sex Education, ont tous contribué à changer la manière dont la société voit et comprend les personnes LGBT+. Ces œuvres ont humanisé les personnages LGBT, montrant leur joie, leur lutte et leurs expériences de vie, contribuant ainsi à réduire la stigmatisation et les préjugés. Les médias ont été un puissant outil de sensibilisation, permettant aux personnes LGBT de se voir représentées de manière positive et offrant aux téléspectateurs une opportunité d'apprendre, de réfléchir et de s'identifier. Cependant, il reste encore du travail à faire pour garantir une représentation équitable, complète et surtout cohérente de la diversité des expériences LGBT+. Voilà, un grand merci à vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et pensez à montrer votre soutien par un like, un commentaire et surtout un partage. Encore merci. Sur ce, je vous laisse et à très vite sur Anakaland. Bye.